L'association développe une stratégie d'intérêt général. Elle finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes, qu'il s'agisse de maladies de l'œil, du foie, du sang, de la peau, du muscle et aussi des déficits immunitaires. Et aujourd'hui, grâce à vous, vous qui êtes peut-être ici des donateurs, des adhérents, des bénévoles qui agissaient sur le terrain pour mettre en place des animations lors du Téléthon, aujourd'hui, les premières grandes victoires arrivent sur les maladies, notamment les maladies neuromusculaires. Il y a des centaines de malades dans le monde qui aujourd'hui peuvent bénéficier du travail des chercheurs financés par le Téléthon avec l'arrivée de ces premiers traitements de thérapie génique notamment. Mais malheureusement, il y a encore des milliers d'autres familles qui, elles, n'ont pas cette chance de bénéficier d'un traitement. Et s'il y a une évolution exponentielle des thérapies innovantes et de la thérapie génique, il y a encore beaucoup de travail. Il faut accélérer. Le temps de la recherche est long et eh bien, il faut encore avancer et c'est aussi grâce à vous, grâce au don du Téléthon, que nous pouvons avancer à grands pas. Et c'est ce que nous voulons partager en toute transparence avec vous ce soir. Et nous avons avec nous donc Anne Galli, qui est directrice de l'UMR 951, responsable de l'équipe approche génétique intégrée de découverte thérapeutique pour les maladies rares à Généton. Anne Galli va nous présenter un sujet qui est la thérapie génique ex vivo, une solution pour certaines maladies rares et des cancers. Donc, avant que Anne ne puisse intervenir, je vous rappelle donc d'éteindre votre micro et puis votre caméra pour faciliter la bande passante. Je vous propose dans le fil de discussion de pouvoir poser vos questions au fur et à mesure. Et puis, je vous laisserai la parole au fur et à mesure de cette intervention pour que vous puissiez poser vos questions à Anne. Très bien. Voilà, Anne, tu peux démarrer. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Pierre, de cette introduction. Merci à tous d'être présents ce soir pour écouter cette présentation. Donc, je suis effectivement très contente de travailler à Généton et de vous présenter une thématique qui m'intéresse tout particulièrement, qui est celle de la thérapie génique qu'on appelle ex vivo, et je vais vous expliquer de quoi on parle. Alors, effectivement, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai à peu près 25 diapositives pour à peu près 1 heure d'interaction et de discussion. Donc, voilà, j'ai simplifié les choses, mais n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Donc, voilà, l'idée, c'est de présenter comment des thérapies géniques qui sont utilisées, par exemple à Généton, peuvent également être utiles dans d'autres domaines, en particulier pour soigner le cancer. Et je vais vous expliquer tout cela. Mais avant toute chose, je crois qu'il faut rappeler, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le domaine, peut-être les principes de base de ce que c'est que la thérapie génique. Donc, c'est effectivement la thérapie génique une pratique biomédicale qui est assez récente et qui consiste à traiter une maladie par des médicaments, des nouveaux médicaments qui sont à base de gènes. Alors, ça peut prendre différentes formes. Et ça peut fonctionner de différentes façons. Le but est d'apporter, de réparer ou de substituer une fonction qui peut être défectueuse ou qui peut être justement source d'une maladie et d'apporter aux cellules donc une réparation ou une transformation dans un but thérapeutique et de manière très spécifique. Donc, c'est une approche thérapeutique qui est utilisée actuellement quand même en majorité pour traiter les cancers, si on regarde le nombre d'essais cliniques qui sont réalisés en thérapie génique, mais également pour traiter des maladies génétiques d'origine donc héréditaire et qui ont fourni à la thérapie génique les plus belles preuves de son efficacité avec des résultats absolument spectaculaires. Donc, je précise que je vais vous présenter un seul des aspects de la thérapie génique, mais qu'il y en a beaucoup et vous allez le voir. Donc, il faut savoir que justement dans le domaine des maladies génétiques, il y a quand même un énorme besoin de trouver des nouveaux traitements.
On a à peu près entre 5 à 6 000 maladies rares qui ont été identifiées, dont la plupart sont d'origine génétique. Alors, parmi ces maladies, on a toutes sortes de différents types de maladies génétiques, mais il y a une catégorie de maladies qui s'appelle les maladies monogéniques, où en fait la maladie est causée par une mutation, un changement dans un seul gène. Et il faut imaginer quand même qu'un seul gène dans notre génome peut justement arriver à avoir des effets absolument catastrophiques, comme par exemple, on peut le voir dans la myotrophie spinale, la myopathie de Duchenne, dans l'amorose de Leber, dans toutes sortes de maladies justement monogéniques qui justement peuvent avoir un pronostic extrêmement sévère. Donc, ces maladies rares, d'une façon globale, elles sont rares parce qu'elles concernent moins d'une personne sur 2000. Mais mis tout ensemble, évidemment, ça concerne 30 millions d'Européens. Donc, c'est quand même beaucoup. Et il faut savoir que c'est aussi quand même un groupe de maladies qui, en général, n'a pas de traitement. 95% des maladies rares, d'une façon générale, n'ont pas de traitement. Donc, la thérapie génique, et notamment la thérapie génique qui peut permettre de traiter ces maladies rares génétiques monogéniques, elle peut apporter justement des solutions thérapeutiques dans un contexte où il n'y a absolument aucun autre espoir, aucune autre forme de traitement. Et donc, elle répond à des besoins médicaux inassouvis qui sont extrêmement importants. Et donc, cette thérapie génique des maladies rares, elle peut traiter des maladies du muscle et des maladies de la peau, maladies du système hématopoïétique, du sang, de l'œil, du cerveau, etc. Enfin voilà, donc on a vraiment des applications et des maladies génétiques et monogéniques dans tous les organes. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut traiter la drépanocytose? Est-ce qu'on peut guérir la drépanocytose, par exemple? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique qui est la maladie la plus répandue dans le monde. C'est une maladie qui touche justement l'hémoglobine, c'est-à-dire qu'il y a une mutation dans le gène qui code pour une des chaînes de l'hémoglobine. L'hémoglobine, évidemment, c'est cette protéine qui est présente dans les globules rouges et qui capte l'oxygène et qui le transporte dans les tissus, donc elle est absolument essentielle. Et en fait, cette hémoglobine peut être mutée et du coup, en cas de chute ou de chute d'oxygène ou de stress, elle va cristalliser, elle va se faire déformer les globules rouges. Ils vont prendre cet aspect en faucille qui est si caractéristique de cette maladie, qui va créer donc des agrégats qui bloquent les vaisseaux, qui créent des crises vaso-occlusives extrêmement douloureuses et extrêmement dangereuses aussi pour les patients et très invalidant puisque ça amène à des tas de complications de type AVC, nécrose, etc. Il y a 10 000 personnes, c'est une maladie rare, hein, donc il y a 10 000 personnes en France qui sont atteintes de la drépanocytose, mais c'est une maladie en fait qui touche certaines populations d'origine africaine en particulier ou du bassin méditerranéen ou de certaines régions de l'Asie où cette maladie a été sélectionnée au cours de l'évolution pour des raisons donc en particulier d'avantages en termes de protection contre la malaria, on le pense. Donc ces personnes, en fait, en France, qui sont atteintes de la drépanocytose, il y en a beaucoup en Île-de-France. Et donc, c'est un problème vraiment qui nous concerne tous. Et c'est une maladie, du coup, qui n'est pas possible de traiter, hormis par une greffe de moelle, qui est quand même très compliquée. Et donc, voilà, c'est une maladie qui, quand même, est en recherche de nouveaux traitements. Actuellement, il y a plusieurs essais qui sont en cours pour traiter la drépanocytose par des approches de thérapie génique et de thérapie cellulaire. Il faut le savoir. Je vous donne l'exemple, par exemple, ici, d'un patient qui a été traité aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il y a à peu près 100 000 patients qui sont atteints de cette maladie. Et vous le voyez, ce patient qui vient de recevoir donc une thérapie génique qui a consisté à remplacer ses cellules sanguines malades par des cellules dans lesquelles on avait injecté un gène qui permet de faire exprimer de façon continue l'hémoglobine fétale. L'hémoglobine fétale, c'est une hémoglobine qu'on a donc pendant la vie fétale et qui disparaît notamment après la naissance, mais qui est une hémoglobine qui a beaucoup plus d'affinité pour l'oxygène que celle qu'on peut avoir pendant l'âge adulte. Et donc, du coup, finalement, en trouvant cette substitution, on peut combattre la forme malade de l'hémoglobine qui existe à l'âge adulte et rapporter cette capacité de capter l'oxygène comme il faut et donc de guérir le patient. Donc, vous voyez les globules rouges du patient. Alors, je vais pouvoir utiliser le petit stylo là. Hop.
les globules rouges du patient, par exemple, avant traitement, et notamment ces formes-là qui sont en faucille, qui sont donc très anormales. Et vous voyez effectivement à côté le frottis sanguin en fait, de ce patient une fois qu'il a été traité. Donc on voit très clairement le bénéfice qui a été obtenu et donc l'effet de ce traitement chez le patient qu'il a bien toléré. Est-ce que la thérapie génique peut guérir le cancer? Eh bien oui, là, dans certains cas, c'est possible. On a des formes de traitement qui peuvent être traitées par thérapie génique. Par exemple, le traitement d'une leucémie aiguë lymphoblastique résistante à toute forme de traitement peut être traité par ce qu'on appelle ces nouvelles cellules CAR-T, CAR pour chimérique antigène récepteur et T pour lymphocyte T. Vous voyez l'exemple de cette petite fille qui a été une des premières à recevoir un traitement de CAR-T pour sa leucémie lymphoblastique. Donc, elle était en échec thérapeutique complet puisque toutes les chimiothérapies avaient cessé de fonctionner et sa leucémie n'arrêtait pas de revenir. Donc, elle a reçu ce traitement, je vous expliquerai comment ça fonctionne, et vous la voyez complètement guérie, 1 an. Il y a en fait son blog qui montre toutes les photos, et là, elle en est à plus de 8 ans sans cancer. Le cancer a été complètement éradiqué par ce traitement de thérapie génique. Donc, évidemment, comme vous l'imaginez, c'est quand même des traitements extrêmement puissants. Alors, comment fonctionnent justement ces fameuses cellules CAR-T? Effectivement, une cellule CAR-T, c'est simplement une cellule qu'on a ingénierée pour lui donner des fonctions qu'elle n'aurait pas eues normalement. Donc, c'est bien de la thérapie génique. On prend en fait un lymphocyte T, donc une cellule du système immunitaire qui normalement va tuer des microbes, des choses qui rentrent dans notre corps qui ne devraient pas être dans notre corps. Mais évidemment, ces cellules T, elles sont tout à fait adaptées à à l'environnement dans lequel elles sont. Donc, il faut effectivement les armer avec des petits outils qui sont ces fameux récepteurs CAR qui vont être dirigés contre les tumeurs. Donc, on va prendre les cellules du patient, on va, par transfert de gènes, rajouter ce récepteur à leur surface, on va fabriquer toute une population de cellules tueuses spécifiques des tumeurs et on va les réinjecter au patient et du coup avoir cet effet thérapeutique. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, effectivement, la thérapie génique, c'est plein de façons différentes en fait, d'utiliser des gènes pour traiter les gens. Vous voyez sur ce schéma, peut-être un petit peu coloré, un petit peu compliqué, les différentes formes de thérapie génique qui peuvent s'appliquer sur un patient. Vous avez d'abord, en fait, d'une façon globale, une façon de traiter un patient qui serait simplement de lui injecter, vous voyez, avec cette seringue, vous pourriez injecter directement chez le patient le médicament de thérapie génique, médicament qui pourrait être en fait un virus dans lequel on aurait mis un gène, le gène thérapeutique, ça peut être aussi des cellules, enfin voilà, ça peut être différentes choses. Et donc ça, en fait, c'est le produit de thérapie génique qui est injecté directement. Alors en général, on fait ça quand on veut diffuser ce produit dans l'ensemble du corps du patient. Ça a des avantages parce que, par exemple, on peut traiter de cette façon-là l'ensemble des tissus, par exemple le muscle, hein, il faut bien les traiter tous les muscles du corps. Le désavantage qu'on peut voir à ce type d'approche, c'est justement le fait qu'elle peut être, si elle n'est pas complètement sécurisée, ça peut être dangereux, ça peut aller dans les endroits où on ne veut pas que les produits de thérapie génique aillent, ça peut causer des effets secondaires. Et c'est parfois aussi un problème parce qu'on a besoin d'utiliser beaucoup de produits pour aller traiter simplement un tout petit endroit. Donc, une autre approche qui s'est présentée, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique ex vivo, c'est-à-dire on va prendre les cellules du patient, vous voyez, dans ce sac de prélèvement sanguin, on prend les cellules, on les met au laboratoire, on va ensuite les modifier génétiquement avec les vecteurs de thérapie génique ou les outils qui nous permettent de faire rentrer les gènes dans les cellules du patient. On les cultive au laboratoire. Une fois qu'on les a bien cultivées, qu'elles ont bien, elles expriment en fait les nouvelles propriétés qu'on souhaite retransférer au patient. On les contrôle, on vérifie que tout est bien sécurisé et ensuite on réinjecte ces cellules au patient. Et donc c'est comme ça qu'on fait de la thérapie génique ex vivo. Donc c'est sur cette forme de thérapie génique-là que je voudrais focaliser ma présentation aujourd'hui, contrairement à la thérapie génique in vivo. Mais il faut savoir qu'actuellement, il y a énormément d'essais cliniques et de tentatives d'utiliser la thérapie génique
génique de toutes les façons différentes, avec par exemple, pour traiter les maladies musculaires, on va plutôt utiliser des formes in vivo, et par contre, pour traiter les maladies sanguines, plutôt, effectivement, utiliser des approches ex vivo. Alors, ces thérapies géniques sont des Pardon, nouveaux... Anne, on a une question. Bien sûr, Anne, on a une oui. question de Richard Favier. Richard, je vous propose de poser votre question. Si vous voulez allumer votre caméra. Oui, je peux la lire si vous voulez. Je suis enrhumé, donc j'ai une très mauvaise voix. Ah, bah, je vais la lire, Richard. Ouais. En fait, Richard se demandait s'il n'y avait pas de risque de rejet de ces cellules tueuses. Alors, l'approche qui est faite actuellement pour ces cellules CAR-T, c'est une approche autologue, c'est-à-dire qu'on va prendre les cellules du patient et les réinjecter au même patient. Donc, une approche complètement sur mesure, une personne et un produit. Les cellules, a priori, elles ne vont pas être rejetées. Elles pourraient éventuellement disparaître si elles n'avaient plus de raison d'être et qu'elles ne pouvaient plus être stimulées, mais a priori, elles ne vont pas être rejetées par l'organisme. Par contre, vous faites bien de poser cette question parce qu'évidemment, quand on est dans des cas de cancer, notamment dans des cas de cancer avec des progressions très rapides et une résistance au traitement, on peut se retrouver avec un besoin d'avoir une fabrication de cellules CAR-T très, très rapide. Et je reviendrai peut-être un petit peu sur la partie de fabrication des cellules, mais c'est vrai que ça prend quand même plus de 3 semaines, voire un mois, même plus, pour fabriquer la dose de cellules nécessaire à traiter un cancer. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour justement faire des cellules CAR-T allogéniques, c'est-à-dire en fait qui proviennent d'une autre personne, c'est-à-dire une banque de cellules qu'on aurait prêt à être utilisées sur les étagères du laboratoire, et donc qui ne seraient pas évidemment les cellules du patient, mais qui pourraient être injectées en cas d'urgence très rapidement. Alors dans ce cas-là, on pourrait imaginer que ces cellules effectivement puissent être rejetées par le patient, mais dans le contexte d'un cancer, c'est pas bien grave, et à la limite, ça pourrait presque aider à déclencher des réponses immunitaires contre les cellules du cancer. Donc voilà, c'est un risque en fait qu'on peut prendre dans des cas très désespérés. Mais au jour d'aujourd'hui, ces approches, on va dire, prêtes à l'emploi, elles sont pas encore vraiment totalement prêtes à être utilisées et la majorité des CAR-T sont faites de façon autologue. Donc, je vais passer donc en fait à l'autre concept qui est effectivement de vous expliquer que ces nouveaux médicaments donc de thérapie génique, comme on vient de le décrire, c'est le CAR-T, sont des médicaments de thérapie innovante. Je crois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui... Non, c'est bon? Oui, excusez-moi, j'avais une Oui. question, je peux la poser? Bien sûr. Si je comprends bien, on fait une chimiothérapie pour les ex vivo, mais pas pour les in vivo alors? En général, non, Avant. il n'y a pas besoin, bien sûr, non, pas pour l'in vivo. Et la chimiothérapie, elle a vraiment pour objectif de faire de la place, en fait, déjà d'enlever les cellules malades. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait que remplacer des cellules sanguines qu'on a éliminées par chimiothérapie. On ne pourrait pas réinjecter le système nerveux central, on ne peut non. pas agresser avant de... Quoi, on ne peut pas laisser de la place pour remettre la thérapie génique. Alors, il y a des approches, par contre, avec des cellules sanguines qui vont aller traiter des maladies du système nerveux central, mais par transmission, on va dire, d'une enzyme ou d'un effet qui va toucher les neurones. Mais on ne va pas remplacer les neurones en les réinjectant dans la personne. D'accord. Super. Et pour les CAR-T, c'est pareil. On s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait faire de la chimiothérapie, mais je reviendrai dessus pour vous expliquer. Merci. Alors, donc, ces médicaments de thérapie innovante sont effectivement des nouveaux objets que les agences réglementaires comme l'Agence européenne du médicament, comme la NSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, maintenant doivent réguler comme des médicaments classiques. Or, ce ne sont absolument pas des médicaments classiques comme l'aspirine, comme tout ce qu'on connaît d'habitude. Donc, ces médicaments de thérapie génique qui peuvent être très, très différents. Ça peut être des vecteurs viraux comme des vecteurs adéno-associés, ce qu'on utilise par exemple pour traiter la myotrophie spinale actuellement avec le Zolgensma. Ça peut être des cellules souches hématopoïétiques
génétiquement modifiés, comme on l'a vu par exemple quelques diapos précédemment sur la drépanocytose. Ça, voilà, donc on peut voir justement par exemple sur cette diapositive à gauche là, ce que pourrait représenter une cellule génétiquement modifiée qu'on va injecter. Et à côté de ça, vous imaginez la taille que pourrait avoir un anticorps monoclonal. Et alors, je n'ai même pas à échelle ce que pourrait être le paracétamol à côté. Donc, en termes d'objets, c'est très compliqué, c'est très complexe, c'est pas chimique, c'est biochimique, c'est plein de choses différentes, c'est fabriqué à partir de choses biologiques. Et donc, il y a en fait toute une réglementation nouvelle qui doit se mettre en place autour de ces médicaments de thérapie innovante et qui se met en place depuis ces 20 dernières années et qui donc a aussi fait leur place dans la pharmacopée, dans la réglementation, et effectivement qui a quand même pu, donc à travers des nouvelles commissions sur les médicaments avancés, qui a produit en fait tout un ensemble de documentation réglementaire en Europe, aux États-Unis et de partout dans le monde, en fait, pour réglementer et décrire ce que sont ces médicaments de thérapie innovante, comme la thérapie génique ou comme ces cellules génétiquement modifiées, et pour expliquer voilà, comment on les produit, comment on les contrôle, comment on vérifie qu'ils sont à la bonne dose. Enfin voilà, c'est un gros travail qui est toujours en cours et qui est très évolutif, mais très intéressant. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vraiment sur le marché en termes de médicaments autorisés donc, pour la commercialisation? On en a, bon là j'en liste 14 par ordre chronologique. C'est difficilement lisible ma slide, mais en fait ma diapositive, mais je voudrais insister sur deux choses. D'abord, sur le fait qu'il y en a à la fois, déjà c'est très bien qu'il y en ait déjà, parce que les premiers succès de thérapie génique, ça date de moins de 20 ans. Donc franchement, c'est déjà bien d'avoir justement des produits enregistrés et disponibles pour les patients. Je voudrais aussi, en même temps, voilà, faire remarquer que 14, c'est pas beaucoup, mais en même temps, je vous parlais de 5 à 6 000 maladies génétiques. Donc, quelque part, effectivement, on sait qu'on va avoir besoin de... Voilà, il y a de la marge pour avoir beaucoup de molécules différentes, puisque à chaque maladie, probablement au moins un médicament pourrait correspondre, et voire même peut-être plusieurs médicaments de thérapie génique pour la même maladie. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est que vous voyez sur la droite peut-être quelques exemples, effectivement, de types de médicaments de thérapie génique. Alors parfois, on a des sacs, c'est des sacs de cellules. Par exemple, là, vous voyez un sac de cellules CAR-T. Là, vous voyez par contre une petite fiole là, qui est un produit injectable qu'on va injecter dans l'œil. Donc, ça peut être extrêmement différent sous sa forme et sa présentation, et en même temps dans les indications cliniques auxquelles elles répondent. Donc, on avait deux produits qui ont été déjà enregistrés en Chine il y a très longtemps, deux vecteurs en fait qui sont des virus. Par exemple, le premier, c'est la gencidine, c'est un adénovirus qui a été génétiquement modifié pour mettre à l'intérieur en fait un gène suppresseur de tumeurs et qui a été utilisé déjà depuis le début des années 2000 pour traiter les cancers de la tête et du cou. Alors je rappelle que ce médicament-là en particulier, ce premier médicament-là, c'est exactement le même concept et la même technologie que ce qui a été utilisé dans le cadre du Covid pour fabriquer le vaccin AstraZeneca. C'est-à-dire que c'est un adénovirus qu'on a déconstruit, qu'on a reconstruit pour lui mettre dedans un gène qui n'était pas le sien. Et là, bon, il s'agit voilà, d'un produit qu'on peut faire pour traiter le cancer. Alors ça, c'est un produit qui a été fait en Chine au départ, donc l'oncorine qui a suivi, qui est un petit peu similaire. Puis ensuite, à partir de 2012, on a vu arriver les premiers médicaments de thérapie génique en Europe et aux États-Unis, avec en particulier le Glybera. Le Glybera, c'est le premier qui a été autorisé en 2012. Et là, c'est un vecteur adéno-associé, donc encore une fois, un virus qui a été manipulé entre guillemets par génie génétique pour le rendre complètement inactivé, non réplicatif et simplement une petite coquille qui sert à transporter le gène médicament, qui est dans ce cas-là un gène codant pour une enzyme qui est déficitaire chez les patients atteints de cette maladie, la lipoprotéine lipase. Donc ça a été le premier médicament autorisé. Il y a tellement peu de patients, il a été en fait retiré en 2016, mais ça a ouvert la voie en fait sur vraiment ça a montré qu'on pouvait effectivement prendre un médicament très compliqué comme un vecteur AAV avec un gène codant pour une enzyme et en faire un médicament de thérapie génique. Donc, ils s'en sont suivis effectivement des autorisations qui ont été un peu lentes, 2015, 2016, 2018. Et puis là, on voit les choses s'accélérer en 2020, 2021 avec plus de produits.
Et vous voyez effectivement des choses très diverses et variées. Vous voyez des cellules génétiquement modifiées pour traiter par exemple des maladies génétiques. Vous voyez donc des CAR-T. Là, il y a plusieurs CAR-T. Il y en a vraiment beaucoup de CAR-T en fait qui sont en train de se développer pour traiter des maladies, en particulier la leucémie lymphoïde, les lymphomes et le myélome multiple plus récemment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un nombre au jour d'aujourd'hui qui est déjà là, qui montre en fait que le chemin du médicament est bien ouvert. Il y a encore relativement peu de produits enregistrés, mais il y a énormément de candidats dans les starting blocks, puisqu'aujourd'hui, effectivement, avec relativement peu de produits enregistrés, on a des milliers de produits qui sont en cours d'essais cliniques. Donc aujourd'hui, il faut savoir donc, que cette thérapie génique, elle est quand même encore largement expérimentale dans le sens où on est expérimental tant qu'on n'a pas un produit enregistré. Donc expérimental, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'essais cliniques. On a des milliers d'essais cliniques qui sont en cours avec des tas de produits différents qui sont testés dans toutes les maladies ou dans les cancers. Donc, la majorité des essais cliniques de thérapie génique actuellement, c'est quand même pour des cancers, mais également donc le reste étant des maladies génétiques. Donc, vous voyez par exemple déjà que ça, c'est une map monde que j'ai captée ce matin du site clinicaltrials.gov, qui est le site en fait qui suit l'enregistrement des essais cliniques dans toutes les de toutes sortes, et on peut faire donc une recherche en fait des essais cliniques en cours de thérapie génique qui se passent actuellement et voir où ils sont en cours sur la planète. Et voilà, je fais cette capture d'écran régulièrement, et là clairement ça explose. Il y en a déjà dans tous les pays, dans tous les continents. Et en fait, on voit en particulier, ce qu'il faut remarquer, c'est que pendant longtemps, la très très grande majorité de ces essais cliniques étaient réalisés aux États-Unis et en Europe, avec des proportions qui étaient assez élevées. Mais là, maintenant, on voit arriver, je pense que vous voyez peut-être, il y a pratiquement 300 essais cliniques, autant d'essais cliniques en cours maintenant en Chine qu'en Europe. Et on a également des essais cliniques en Afrique, en Amérique du Sud, en Russie. Donc vraiment, c'est une mondialisation complète, ce qui prouve bien que c'est des approches en fait qui sont extrêmement intéressantes et que tout le monde a envie de tester dans les différentes pathologies qui sont concernées. Donc il faut savoir, voilà, cette expansion en fait et cet intérêt général en fait de la thérapie génique est vraiment très très concret. Alors Anne, on a une question de Romain. Romain, je vous laisse poser votre question peut-être. Alors, je vais la lire. Quels sont les ordres de grandeur des coûts de ces traitements de thérapie génique? Alors, on ne peut pas généraliser sur les coûts, ils sont en général élevés, mais je pense qu'il faut voir la question peut-être un peu différemment. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez, il y a quand même encore très très peu de médicaments. La technologie est quand même très jeune. Et donc, forcément, dans ces cas-là, la filière, on va dire, commerciale et industrielle n'existe pas. Donc, les premiers produits qui sont faits sont forcément très chers. C'est vraiment, pour moi, c'est comme la haute couture. Voilà, on fait quelque part un produit qui est quasiment des fois adapté à un seul patient. Donc, voilà. Donc, et les prix peuvent être vraiment très, très variables d'un type de produit à un autre. Je voudrais peut-être rebondir sur d'autres questions que je vois passer en fait dans le chat, peut-être pour clarifier quelque chose que j'ai peut-être pas assez bien expliqué, puisque quelqu'un demande si en fait, est-ce qu'on applique la thérapie génique qu'une seule fois dans la vie? Est-ce que ça veut dire que les personnes vaccinées par AstraZeneca ne peuvent pas bénéficier plus tard d'une éventuelle thérapie génique? Donc la réponse c'est non. D'abord, je vous donnais simplement l'exemple donc d'un seul des vecteurs qui est utilisé. Là, c'est les adénovirus. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs adénovirus déjà. Donc, celui qui est utilisé pour le vaccin AstraZeneca, ce n'est pas forcément le même qui est utilisé pour le produit de thérapie génique dont je parlais, qui est juste un des produits, qui est la géncidine, qui est d'ailleurs utilisé qu'en Chine et que pour les cancers de la tête et du cou. Donc, voilà, c'est juste un seul des produits. Il faut savoir aussi qu'on est tous exposés, en fait, on a tous été déjà exposés en fait aux adénovirus. Donc en fait, on a déjà une immunité qui est très forte contre ces virus. Et c'est d'ailleurs un des problèmes effectivement quand on veut essayer d'utiliser des vecteurs viraux en thérapie génique, c'est qu'il faut qu'on essaye de contourner le problème des réponses immunitaires. Mais là, je vais vous parler très particulièrement de ces approches ex vivo, parce que dans le concept ex vivo,
on n'a plus trop à se préoccuper en fait de ces problèmes de réponse immune. Et là, effectivement, on va manipuler les cellules en dehors du corps, on met les vecteurs dedans, mais une fois qu'ils sont dans les cellules, ces vecteurs, ils disparaissent. Donc, on remet simplement des cellules de la même personne dans son propre corps, et la seule chose qu'on aura changé, c'est qu'on aura en fait corrigé, en tout cas on l'espère, la mutation génétique, ou en tout cas la correction génique en fait qu'il était nécessaire pour apporter l'effet thérapeutique. Donc, on n'a pas ce problème de réponse immune. Dans ce cas-là. Et donc, on peut effectivement espérer un effet thérapeutique avec une seule injection de cellules et on refait en fait tout le système sanguin de cette façon-là. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me reposer la question si je n'ai pas été assez claire, mais il n'y a pas de problème en fait pour les personnes vaccinées avec ces vaccins. Il n'y a pas de cross-réaction avec les autres produits de thérapie génique. Et il y a une autre question qui est quel est le pourcentage de réussite pour ces traitements de thérapie génique? Alors, il est très variable, évidemment, c'est pour ça que ces produits sont toujours au stade expérimental, hein, c'est qu'il faut bien poser plein de questions en même temps, c'est-à-dire est-ce que c'est sécurisé, est-ce qu'on a la bonne dose, est-ce qu'on va avoir l'effet thérapeutique escompté et à quel niveau. Donc, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse globale, il y a des choses qui marchent extrêmement bien et des choses qui ne marchent pas. Il est beaucoup plus facile, par exemple, de faire marcher la thérapie génique dans des maladies génétiques monogéniques, parce qu'on sait exactement quel est le problème, on sait que c'est le gène qui est défectueux qu'il faut qu'on corrige, donc au moins c'est simple. Et même dans ce contexte-là, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas, donc c'est les essais cliniques en cours qui le disent. Dans le cas du cancer, il n'y a pas que les CAR-T pour traiter le cancer, il y a eu plein d'approches. C'est pour ça que la majorité des essais cliniques se font en thérapie génique parce qu'il y a plein d'approches différentes. Mais le problème du cancer, c'est que c'est une maladie qui est multifactorielle, qui a plein de causes différentes et d'ailleurs voilà, qui est très complexe déjà à traiter avec des médicaments classiques. Donc, il y a les approches qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas peuvent être liées au fait qu'on n'a juste pas vraiment la bonne cible thérapeutique. Donc, tout ça, c'est très variable en fonction des essais cliniques. Il faut simplement savoir, par contre, qu'à partir du moment où l'essai clinique marche, c'est-à-dire qu'en fait, les objectifs de réussite qui étaient fixés au départ dans l'essai clinique ont été atteints, à ce moment-là, on peut envisager d'enregistrer ce médicament et le mettre sur le marché. Ce qui veut dire que les médicaments qui sont sur le marché sont des médicaments qui ont démontré leur efficacité. Donc, elle n'est peut-être pas à 100%, mais, parce qu'il n'y a jamais rien qui est à 100%, mais au moins, on sait qu'on a une forte probabilité qu'en prenant ce médicament, on puisse avoir le traitement escompté. Donc, tous ceux qui sont en fait dans les médicaments autorisés ont démontré d'une façon ou d'une autre qu'ils pouvaient avoir en fait un pourcentage de réussite élevé. Donc, je continue. Qu'est-ce qu'on fait à Généton dans le domaine? Donc, je repars sur la thérapie génique ex vivo, où on prend les cellules et on les modifie génétiquement. Donc, il faut savoir qu'à Généton, qui est le laboratoire qui a été mis en place par la FM Téléthon il y a plus de 30 ans, justement, pour d'abord décrypter les cartes du génome et ensuite essayer de trouver des traitements aux maladies génétiques identifiées, eh bien, on a mis en place maintenant donc, un ensemble, on s'est organisé en fait pour avoir vraiment une façon d'attaquer les problèmes de façon cohérente, globale et systématique. Donc, on a justement une unité de recherche que je dirige, qui est en fait une unité qui comprend à peu près 80 personnes, dont un ensemble de chercheurs qui font des recherches appliquées sur des systèmes biologiques complexes pour essayer de comprendre l'origine des maladies génétiques, comment ça fonctionne, quels sont les gènes atteints et comment on va pouvoir le corriger, avec quels outils on peut justement traiter les cellules pour amener cette correction génique. Donc là, il y a toute une recherche qui est faite au niveau du laboratoire et dans mon laboratoire en particulier, effectivement, on travaille sur les problèmes de thérapie génique ex vivo. Ensuite, on a quelque chose de très, très important et qu'on a la chance de pouvoir intégrer à Généton. En même temps, avec les chercheurs, on a des gens qui font les développements, des ingénieurs qui développent les procédés industriels qui vont nous permettre de faire ces médicaments de thérapie génique. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Si derrière, on ne peut pas produire le médicament en fait, qui permet de traiter les patients, bon, ben voilà, ça restera une découverte de laboratoire, mais ça n'ira pas plus loin.
Et là, ensuite, Généton a également mis en place la capacité de réaliser des essais cliniques internationaux. Et nous avons réalisé, justement, dans le domaine de cette thérapie génique hématopoïétique, beaucoup d'essais cliniques qui ont été en fait soutenus, mis en place et sous promotion de Généton dans des pays étrangers, en Angleterre, dans les pays européens et également donc, en collaboration avec des partenaires américains où il y a toujours des essais cliniques en cours. Donc, tous ces essais cliniques, en fait, ce sont des essais qu'on appelle de thérapie génique hématopoïétique, c'est-à-dire, pour être plus simple, des thérapies géniques qui consistent à traiter les cellules souches du sang. Donc, il faut savoir que les cellules souches sont des cellules très rares qu'on a dans notre sang et en particulier au niveau de notre moelle osseuse. Et ces cellules très rares sont dans des niches et elles produisent tous les jours de façon régulière et de façon très, très abondante toutes les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes qui nous servent à fonctionner. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, oups, excusez-moi, j'ai mon stylo qui s'est mis en place tout seul, c'est du coup, effectivement, essayer de récupérer ces cellules souches sanguines, de les modifier génétiquement quand on a justement un problème de maladie génétique, où on a des mutations qui empêchent le fonctionnement normal de ces cellules, c'est-à-dire des déficits immunitaires, des anémies, des problèmes de coagulation. Enfin, il y a beaucoup de maladies en fait qui touchent les cellules sanguines. Et en fait, on peut repartir de la cellule souche, mettre le gène correct dans ces cellules souches et regreffer ces cellules souches dans la moelle osseuse des patients pour pouvoir faire en sorte qu'ils vont reproduire en fait toutes les cellules sanguines, mais normales. Donc c'est ça le concept en fait de cette approche. Et on utilise des vecteurs qui sont ces vecteurs lentiviraux, qui sont des vecteurs très adaptés aux modifications génétiques des cellules souches et on pourra ainsi transmettre donc les modifications génétiques dans toutes ces cellules pendant, on l'espère, la vie entière de la personne qui a été traitée. Donc une seule injection de cellules souches modifiées et derrière effectivement un effet thérapeutique, on l'espère, pour la vie. Donc on a fait nous des recherches, on a fait des études précliniques, c'est-à-dire qu'on a eu des candidats et on a vérifié qu'effectivement ils pouvaient être transférés vers la clinique. On a développé les procédés de production pour ces outils et ces traitements. On a fait des transferts industriels vers l'établissement pharmaceutique qui pouvait produire en fait le produit de thérapie génique. Et on a réalisé des essais cliniques internationaux, comme je disais, dans plusieurs maladies. Le syndrome de Wiskott-Aldrich, la maladie chronique granulomatose liée à l'X et l'anémie de Fanconi en particulier. Donc justement, ça représente par exemple les essais cliniques qu'on a fait à partir du laboratoire de Généton, l'essai donc sur le syndrome de Wiskott-Aldrich à Londres, dans 2 hôpitaux, à Paris, à l'hôpital Necker, à Boston, dans l'hôpital Children's Hospital, donc avec voilà les travaux qui ont été faits et les vecteurs qu'on a produits pour ces centres. Dans cette maladie qui s'appelle CGD, on a également donc travaillé avec des collègues à Londres pour faire un essai clinique à Londres, à Paris, à Boston, au NIH, c'est-à-dire à Washington, aux États-Unis, et à Los Angeles. Et on a aussi travaillé avec des collègues espagnols, par exemple, pour travailler sur l'anémie de Fanconi. Donc, vous voyez, en fait, l'importance de pouvoir justement avoir cette capacité d'interagir avec les meilleurs centres au monde, les experts de ces maladies, de pouvoir fournir des produits de très haute qualité avec des recherches précliniques extrêmement rigoureuses qui nous ont permis d'avoir l'autorisation par toutes ces agences réglementaires, les agences américaines, anglaises, européennes, etc., pour faire des essais cliniques et pouvoir tester les produits. Et on a la chance d'avoir eu justement des résultats positifs, par exemple dans toutes ces maladies. Vous voyez effectivement la photographie ici, par exemple, d'un jeune garçon atteint de cette pathologie qui était le premier patient anglais traité avec ses patients, avec ses parents. Vous avez ici aussi un des patients qui a été traité à Boston pour la maladie CGD. Voilà, ce sont des maladies extrêmement graves, incurables et qui conduisent en général à un raccourcissement de l'espérance de vie. Donc, on est très content des résultats. Donc, il faut savoir que justement,
ces résultats, il faut être très rigoureux, il faut être quand même effectivement très rigoureux dans l'interprétation et l'analyse de ces résultats, parce que tout ne marche pas non plus tout le temps exactement comme on voudrait. Les résultats scientifiques donc, de ces essais cliniques, en particulier de ceux qu'on fait avec nos collègues, sont ensuite publiés dans des journaux qu'on appelle des journaux revus par les pairs, pour pouvoir avoir justement une critique et une analyse en fait par les autres collègues de ces résultats. Donc on a publié par exemple dans plusieurs journaux, d'abord les résultats des études précliniques qu'on avait fait avant au laboratoire, et puis les résultats des essais cliniques dans des journaux prestigieux comme Science ou dans JAMA par exemple, les résultats de Wiskott Aldrich. Même chose pour l'anémie de Fanconi, où on a ressorti les résultats dans un journal qui s'appelle Nature Medicine et qui montre en particulier, par exemple, l'augmentation en fait, des cellules génétiquement modifiées dans le sang des patients et qui analyse, par exemple, vous le voyez ici, en fait, c'est une analyse au niveau génétique de l'insertion des vecteurs dans le génome des patients pour montrer qu'il n'y avait pas de danger de sélection en fait, de cellules inappropriées. Donc tout ça, des études très compliquées et également donc voilà qu'il faut absolument faire pour s'assurer de la sécurité des produits. Bon, cette slide est un petit peu compliquée, mais elle montre encore une fois effectivement un des essais cliniques dont je vous ai parlé et qui fait voir effectivement le suivi longitudinal des patients avec le marquage. Alors pour répondre à une des questions précédentes, vous voyez par exemple, si on regarde ce graphe-là, vous voyez qu'effectivement, on regarde ici le maintien dans le sang à un certain niveau qui est élevé des cellules génétiquement modifiées dans une majorité des patients, mais vous avez 2 patients dans lesquels, et dont un qui est décédé, dans lequel effectivement il y a eu une perte, dans celui-là il y a une perte du marquage. Et là, ce patient est décédé d'ailleurs bon, de cause pas liée au produit, mais voilà, on a affaire aussi à des maladies dans lesquelles les patients sont très, très sévèrement atteints. Donc, tout n'est pas toujours, tout positif ou tout négatif. On essaye de comprendre, en particulier dans cette maladie actuellement, pourquoi certains patients perdent leurs cellules génétiquement modifiées. C'est une maladie très compliquée, CGD, avec beaucoup d'inflammation, beaucoup d'infections aussi qui compliquent en fait le traitement des patients. Donc voilà, on n'a pas forcément toujours une compréhension complète, mais c'est la science et c'est ça, on avance petit à petit. Mais on espère quand même pouvoir avoir effectivement la possibilité de procurer au moins des traitements qui permettent quand même de répondre à des urgences thérapeutiques. Donc, est-ce qu'il y a des questions peut-être à ce stade-là? Non? A priori, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, quels sont les défis auxquels on est confronté actuellement là, avec ces technologies? Donc, je pense qu'il faut justement qu'on se rappelle bien que on est dans du temps très long quand on parle de thérapie génique. Justement, les cellules CAR-T, qui sont vraiment une révolution médicale dans certains types de cancers, ont mis plus de 25 ans avant d'arriver au stade où on a eu les premiers résultats positifs en clinique. Les premiers concepts, c'était en 1970, où on s'est dit, tiens, il y a peut-être une relation entre les réponses immunitaires et le cancer. Alors, parce qu'effectivement, dans beaucoup de tumeurs, on voit qu'on a des lymphocytes qui sont là, mais ils ont l'air de ne pas faire grand-chose. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelque chose à faire pour essayer de les exciter un petit peu et voir comment ils pourraient rejeter les cancers? Et les premiers patients qui ont été traités donc, avec des lymphocytes marqués, on va dire génétiquement, c'était quand même dans les années 90, donc il y a vraiment très longtemps, mais évidemment, à l'époque, les outils n'étaient pas du tout bons, et en fait, voilà, ça n'a pas marché. Alors, il y a eu aussi toute une période aussi où la thérapie génique est passée par des hauts, par des bas, en particulier dans les années 2000. Il y a eu les premiers décès liés à de la thérapie génique, évidemment pas dans le cancer, mais enfin dans d'autres pathologies, et où effectivement, bon, voilà, il a fallu un peu réajuster les choses. Les vecteurs utilisés étaient peut-être pas les bons. Enfin, il y a eu beaucoup d'améliorations sur le plan technologique pour assurer la sécurité des produits et puis aussi pour mieux organiser les essais de thérapie génique. Et à partir des années 2010, effectivement, toutes ces technologies ont commencé vraiment à progresser et on a vu les premiers résultats positifs, notamment avec des résultats spectaculaires dans les leucémies B, avec les CAR-T CD19 qui sont arrivés au début des années 2010.
Donc maintenant, voilà, on a tous ces produits enregistrés et c'est vraiment une technologie qui fonctionne. Il a fallu aussi quand même effectivement comprendre, et c'est pour ça que je voulais revenir sur un point. C'est pas parce que, donc là, on voyait le schéma ici, en fait, d'une personne qui se fait traiter par des lymphocytes CAR-T. On prend les cellules dans une poche de sang, on les modifie au laboratoire pour mettre le gène qui va apporter le CAR-T sur les cellules et on va fabriquer le produit. Maintenant, ce qu'il a fallu comprendre, c'est que si on injecte le produit comme ça au patient, en fait, les cellules, elles font un tour de piste dans le sang, dans les vaisseaux sanguins, et après, elles disparaissent dans la rate, et elles meurent, et puis c'est fini. Donc, en fait, l'effet thérapeutique, il n'est pas obtenu. Et il a fallu comprendre qu'il fallait d'abord aussi faire une petite chimiothérapie pour enlever les lymphocytes de ce patient et lui rajouter les lymphocytes génétiquement modifiés pour qu'ils aient la place finalement de s'implanter et du coup de trouver l'espace pour se proliférer et ensuite d'aller attaquer les tumeurs. Donc il y a aussi autour de ces médicaments de thérapie génique tout un protocole médical qui est parfois très complexe pour pouvoir faire justement fonctionner en fait le médicament de thérapie génique. Donc voilà, ça c'était toute l'évolution par exemple des CAR-T, puis il a aussi fallu adapter au cours du temps le CAR-T lui-même, parce qu'on était au départ sur la première génération, deuxième, troisième, maintenant on est sur des CAR-T de quatrième génération, voilà. Donc voilà l'évolution par exemple de ce genre de produit, ça prend très longtemps et il faut savoir qu'effectivement, voilà, c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite demain sur l'étagère du pharmacien. La deuxième chose, c'est effectivement un suivi très attentif de la sécurité de ces traitements, parce que la thérapie génique, c'est quand même quelque chose qui est très particulier, qui fait peur et qui peut avoir justement des effets très forts. Alors, dans le cas de la thérapie génique ex vivo, où on va mettre des médicaments, enfin des gènes, donc c'est les insérer dans le génome des cellules, et on espère qu'ils tiennent tout le temps de la vie de la cellule, eh bien, il ne faut pas que ces gènes qu'on a insérés puissent avoir des effets délétères sur les cellules. Et des effets, il y en a eu. Au tout début, effectivement, on a vu apparaître des leucémies dans le cas de certains déficits immunitaires. Vous avez probablement entendu parler peut-être de ces leucémies dans les bébés bulles qui avaient été traitées au début. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si on regarde le gène, alors c'est un peu compliqué, mais il se peut que le vecteur qui est là en rouge, on voit ici dans le génome, qu'il aille se mettre par malheur à côté d'un oncogène et donc il active un oncogène dans les cellules. Alors on l'a observé, on l'a compris très rapidement et maintenant on a corrigé le tir avec les nouveaux vecteurs qui ne sont plus capables d'avoir ce type d'effet. Donc ça, c'est des choses par contre qui continuent évidemment à être observées dans tous les patients qui sont traités pour vérifier que justement ce type de problème ne se passe plus. Alors on a eu des effets aussi où, par exemple, l'insertion du gène va, au lieu d'activer un oncogène, peut-être changer la régulation d'un gène et du coup avoir un effet biologique. C'est le cas de ce qui a été observé, par exemple, dans ce cas-là, avec un vecteur dans le cas d'un traitement CAR-T. Mais alors là, coup de bol, ça a en fait eu un effet bénéfique puisqu'en fait, les cellules CAR-T, du coup, ont eu une amélioration en fait, de leur fonction et du coup, ont beaucoup, beaucoup mieux fonctionné. Donc bon, ce n'est pas l'effet spécifique qui était recherché de la thérapie génique, je insiste sur le fait qu'on cherche à avoir un effet spécifique, mais là, quelque part, effectivement, c'est un effet quelque part accessoire qui était indésirable et qui a quand même eu un bénéfice thérapeutique. Néanmoins, voilà, il faut maîtriser l'insertion des vecteurs et encore une fois, effectivement, où s'insère le vecteur dans le génome, c'est quelque chose qui est regardé de façon très attentive. Même chose pour un patient traité par la drépanocytose, voilà, où il y a une insertion qui a perturbé un gène et qui a eu encore une fois un effet bénéfique plus que délétère. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ces événements indésirables sont quand même très rares. Parmi les plusieurs centaines, je ne sais plus où on en est actuellement, de patients, enfin probablement beaucoup plus que ça, traités par thérapie génique, il y en a bien moins que 20 qui ont eu des effets indésirables graves de ce type-là. Donc on reste quand même sur des proportions, par rapport à des thérapies quand même très, très innovantes, on reste sur des proportions assez raisonnables en termes d'effets indésirables. Et on a donc rectifié le tir très rapidement et maintenant, il y a d'abord les vecteurs ont évolué, les technologies ont évolué et le suivi des patients maintenant qui est exigé justement pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, il est de 15 ans. Donc quand on fait rentrer un patient dans un essai clinique justement de thérapie génique ex vivo, on va le suivre au moins 15 ans. Donc là, il y a vraiment un suivi très spécifique.
Un autre défi auquel on est confronté, c'est celui de la bioproduction. La bioproduction, c'est donc de la capacité à produire ces outils, ces vecteurs de thérapie génique. Donc, c'est voilà, comme on pourrait fabriquer des vaccins, hein, c'est la même technologie. C'est fabriquer des virus recombinants dans lesquels on a mis un gène qui est un gène thérapeutique. C'est très compliqué. Ça demande beaucoup de savoir-faire et beaucoup de complexité au niveau de la production de ces outils. On utilise donc des bioréacteurs, hein, des cuves dans lesquelles on va faire pousser des cellules qui produisent ces vecteurs de thérapie génique et ensuite on les purifie pour les extraire et en fait faire des produits de thérapie génique. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué, qui est très cher et le défi actuel, c'est vraiment à la fois d'augmenter les rendements, mais en même temps les rendements de production de ces vecteurs et d'améliorer leur qualité pour pouvoir utiliser le moins de vecteurs possible pour avoir le meilleur effet possible. On essaye aussi d'automatiser la production. Au jour d'aujourd'hui, dans ces essais et dans ces produits de thérapie génique, beaucoup de choses sont encore faites manuellement, puisque comme je le disais au début, c'est des trucs très expérimentaux dans lesquels on n'a pas une filière industrielle qui est complètement établie. Donc du coup, il y a beaucoup d'étapes maintenant qu'on essaye de faire de façon automatisée avec des machines. Et ça, c'est très important. Et évidemment, le dernier point, c'est de réduire les coûts, puisqu'aujourd'hui, les coûts d'un traitement de thérapie génique, ça peut aller jusqu'à 600 000 €, par exemple, par patient. Alors, on vous garantit quand même que ça va marcher a priori, sinon vous êtes remboursé. C'est par exemple le cas du Streamvelis. Enfin, vous admettez que c'est effectivement quand même des coûts relativement élevés. Alors, ces coûts sont quand même largement liés au fait que la technologie est complexe, qu'elle est neuve et que du coup, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'amortissement qui est possible vis-à-vis donc de ces technologies très, très nouvelles. Alors, les technologies évoluent tout le temps. C'est aussi pour ça qu'en fait, on reste très largement expérimental. Au jour d'aujourd'hui, la plupart en fait des produits de thérapie génique et de ce qui est fait, c'est ce qu'on appelle du transfert de gènes. C'est-à-dire que en fait, voilà une cellule, hein, vous voyez une cellule ici avec son noyau dans lequel il y a les gènes et on va essayer de rapporter un gène en plus pour apporter une fonction à la cellule. Donc ça, c'est ce qui est en cours dans les essais cliniques, c'est ce qui est également utilisé pour les premiers produits commercialisables. Ça marche bien, mais effectivement, on peut se dire, bah, ça peut aller un peu là où on ne veut pas, puis bon, ça nous fait utiliser beaucoup de produits pour peut-être voilà, peut-être un effet qui pourrait être plus spécifique. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, voilà, actuellement, on peut aussi avoir des outils beaucoup plus précis pour faire ce qu'on appelle l'édition du génome. Donc, ces fameux outils CRISPR-Cas9 qui peuvent permettre, par exemple, d'aller regarder et repérer exactement la mutation qui est problématique dans la cellule et avec ces ciseaux moléculaires, aller la réparer in situ exactement et pouvoir corriger et réexprimer en fait la protéine qu'on veut. Donc ça, c'est un concept qui est vraiment en train de se développer de plus en plus parce que ces outils deviennent de plus en plus efficaces et de plus en plus intéressants. Donc voilà, on est en train de changer aussi donc, de technologie ou d'évoluer les technologies. Donc c'est un monde qui est toujours en évolution. Et les premiers essais cliniques avec les CRISPR sont déjà réalisés dans le cancer et également dans les maladies génétiques. Et je pense que dans le futur, on va avoir beaucoup de résultats intéressants avec cette approche-là. Donc le futur de la thérapie génique, c'est voilà, de peut-être aller au-delà des maladies rares ou des cancers extrêmement sévères pour pouvoir peut-être traiter des maladies fréquentes, chroniques, peut-être des maladies auto-immunes, par exemple, qui ne sont pas immédiatement mortelles, mais qui sont quand même des maladies effectivement chroniques. L'idée, c'est aussi d'avoir une médecine de précision avec des outils de plus en plus précis et de la rendre aussi disponible au plus grand nombre, et notamment en réduisant les coûts de cette approche, puisque actuellement, ça serait un peu compliqué d'imaginer dans certains pays dans le monde d'avoir un traitement assez large par thérapie génique. Et même d'ailleurs dans nos pays, il y a un moment où on va se poser le problème du coût. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu fait le tour du domaine de la thérapie génique ex vivo qui s'applique aux maladies immunitaires, aux maladies du sang, pour l'ingénierie des cellules comme les cellules CAR-T ou pour l'immunothérapie. Donc il faut retenir de ma présentation que en fait c'est une approche qui a permis vraiment d'avoir des succès pionniers en thérapie génique chez les patients, chez l'homme, par des succès cliniques pionniers, les bébés bulles, les CAR-T, etc.
Ça permet effectivement de répondre à des besoins médicaux inassouvis en une seule administration. Et on espère qu'effectivement, avec les suivis qui sont réalisés actuellement, c'est des choses qui perdurent pour la vie entière de la personne qui a été traitée. On a effectivement, avec cette approche, les premiers médicaments de thérapie génique qui sont arrivés sur le marché. Donc, technologie applicable, maladies fréquentes, mais également maladies rares. C'est donc une technique effectivement de pointe qui fait évoluer le domaine, notamment avec les CRISPR, puisque les premiers essais CRISPR sont également dans le contexte de la thérapie génique ex vivo. Et donc, c'est un domaine de forte innovation technologique, médicale et sociétale, et qui reste quand même un grand défi, mais voilà, qui apporte beaucoup de résultats intéressants. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous indique mon email si vous avez des questions. Et je voulais préciser aussi que l'unité de recherche donc, dans laquelle nous travaillons à Geneton est également affiliée à l'INSERM et à l'université Paris-Saclay, Université d'Evry. Voilà. Merci à tous. Alors, il y a 2 questions. Oui. Virginie, est-ce que les essais... vous avez une question ? Oui, allez-y. Alors, je vais poser les questions. Donc, il y avait déjà une question de Virginie, une première question de Sylvia qui est: est-ce qu'il y a des essais ex vivo ou in vivo concernant la maladie de Crohn ? Alors, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin, auto-immune. Je n'ai pas connaissance d'essais cliniques en cours actuellement de thérapie génique dans cette maladie, mais peut-être qu'il y a des études en cours. On sait qu'on peut avoir des approches d'immunothérapie par thérapie génique, et donc peut-être que certaines de ces approches-là sont testées dans la maladie de Crohn. Mais je ne sais pas. Une autre question sur le syndrome de Leigh, maladie mitochondriale. Je ne sais pas. Alors, les maladies mitochondriales sont des maladies génétiques fréquentes qui correspondent quand même à une... c'est compliqué en fait de les aborder par thérapie génique, parce que s'il faut remplacer la mitochondrie en elle-même, si par exemple il manque des mitochondries, il y a des études qui sont réalisées actuellement. On fait des transferts de mitochondries. Faire du transfert de gènes mitochondrial, parce que les mitochondries ont leur propre génome. Il y a des gens qui essayent aussi également. Et puis après, il y a des mitochondries en fait, qui finalement ont une fonction dans les cellules qu'on pourrait peut-être compenser par l'apport d'un autre gène. Donc tout ça est en cours d'étude. Je ne connais pas particulièrement ce syndrome de Leigh, mais je sais qu'il y a plusieurs équipes et des sociétés aussi commerciales qui s'intéressent au traitement des maladies mitochondriales et au transfert de mitochondries. Quand c'est le syndrome de Leigh, c'est une anomalie au niveau du noyau. Est-ce que c'est plus facile finalement de faire une thérapie génique quand c'est une anomalie, une mutation au niveau du noyau ou de la mito? La quasi-totalité des essais actuellement, à part ceux qui sont spécifiquement sur les mitochondries, sont justement sur du génome nucléaire. C'est beaucoup plus facile. Il est difficile quand même d'apporter quoi que ce soit à l'intérieur d'une mitochondrie. Il faut vraiment avoir des systèmes de transport très spécifiques. Mais ça existe, il y a des groupes qui travaillent dessus. Donc, il faudrait aller regarder effectivement ce qui se fait spécifiquement sur cette pathologie, mais ça existe. Je pense que je vais vous recontacter après la visio. Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je peux vous mettre en relation avec des gens à Geneton qui s'intéressent, ou vous donner il y a des sociétés en fait qui font aussi du transfert de mitochondries, mais il y a beaucoup de pathologies mitochondriales effectivement. C'est un énorme problème au niveau des pathologies, en neurologie, en neurobiologie, puis également aussi au niveau du muscle. Donc il y a vraiment tout un travail. Donc c'est sûr que quand on parle des 5 à 6 000 maladies génétiques, il y a plein de choses différentes dans ce domaine-là. L'origine de ces maladies génétiques peut être tellement diverse et variée qu'on n'a pas forcément une solution de thérapie génique évidente pour tout le monde, c'est évident. Mais c'est clair qu'entre les AAV et les CRISPR-Cas9, on peut faire forcément quelque chose d'intéressant quand on a une anomalie du génome. Donc, il faut simplement s'y intéresser et être mis en relation avec des professionnels, comme vous dites. Donc, je pense que ça m'intéresse, votre liste de contacts, et puis d'en discuter avec vos chercheurs. Bien sûr. Vous êtes dans le domaine biomédical ou recherche clinique, je suis arc. Recherche clinique, d'accord. J'ai une enfant atteinte de Leigh et j'ai perdu aussi mon 2e enfant. Donc, le temps est compté et j'aimerais promouvoir la recherche sur ce syndrome. Oui.
Et puis, Alors, Généton, on avait voilà, on a eu un projet, dessus, mais voilà, je me renseignerai. Marie-Pierre, tu peux nous mettre en contact peut-être du coup. Enfin, vous avez mon email, vous m'envoyez. Je vois votre email, Voilà. je vous enverrai un petit lien et puis comme ça, si on peut se organiser une petite visio, D'accord, ou je vais mettre on en contact avec les discuterait, gens. ça serait super chouette. Ouais. Merci beaucoup. alors, il y a une autre question de Mathéo, je ne sais pas si Yann, tu vas pouvoir y répondre, qui est, je connais une personne atteinte de psoriasis, est-ce qu'il y a des essais cliniques en cours? Alors pour le psoriasis, je ne crois pas qu'il y ait des essais de thérapie génique. Par contre, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans tout le traitement de ces maladies immunitaires, en fait, et en particulier l'utilisation d'anticorps. Donc c'est pareil, on est en train d'évoluer et au lieu d'utiliser des médicaments chimiques, il y a de plus en plus de médicaments biologiques comme les anticorps. Donc il faudrait les regarder dans cette voie-là, en fait, ce qui est fait actuellement pour traiter le psoriasis. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets dans le fil de discussion le lien si vous voulez retrouver tous les replays des apéros qui ont eu lieu cette semaine. Je vais peut-être répondre à la dernière question qui est intéressante, là, de Oui. Laurine, qui parle, effectivement, on a parlé principalement des CAR-T pour les leucémies, parce qu'effectivement, les CAR-T marchent très très bien dans les leucémies, et bien sûr que tout le monde essaye désespérément de pouvoir diriger des CAR-T vers autre chose que des leucémies, donc ça progresse tout doucement, c'est très difficile, parce que bon, les tumeurs solides se protègent de l'attaque par les lymphocytes, par des tas de mécanismes de défense, mais ça avance, et bon, par exemple, là, bon, c'est vrai que les leucémies, c'est une chose. Les lymphomes, c'est déjà un petit peu plus difficile à traiter et il y a des CAR-T qui y arrivent. Et maintenant, là, les derniers médicaments, enfin, c'était le myélome multiple. Le myélome, c'est quand même, pareil, toujours une maladie sanguine, mais enfin, en tout cas, qui touche les os, enfin, qui a des... Voilà, et donc, en fait, on arrive également à traiter le myélome multiple par des cellules CAR-T. Donc, voilà, voilà, tout le monde cherche effectivement des CAR-T contre les tumeurs solides. C'est quand même, ça serait extrêmement important d'y arriver, mais c'est difficile. Mais je rappelle que c'est encore très très jeune comme technologie, puisque les premières ont marché il n'y a que 10 ans. Donc là, il faut aussi avoir effectivement en tête le temps que ça prend pour développer ce type de médicaments et permettre aussi à tous les chercheurs d'avoir accès à ces technologies. Donc je voudrais quand même rebondir aussi sur le rôle de l'AFM Téléthon et du Téléthon de permettre ces recherches, parce qu'en permettant ces recherches, et bon, ce qui intéresse Généton, c'est les maladies rares, mais on est dans un contexte où on développe des technologies qui s'appliquent à plein d'autres pathologies et aussi aux vaccins. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est les mêmes technologies qui s'appliquent aussi pour la fabrication de nouveaux types de vaccins. Donc, c'est un impact extrêmement large pour les chercheurs d'une façon générale d'avoir accès à des outils complexes comme des outils de thérapie génique. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Merci Yann pour cet apéro hyper passionnant. Donc les apéros, ça se termine ce soir. En fait, on termine, on boit un petit coup. Alors moi, j'ai de la badoie, c'est pas très festif, mais bon, le cœur y est. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été présents. Merci aussi au nom des milliers de familles de malades que l'AFM représente. Si vous êtes donateur, continuez. Si vous voulez vous mobiliser aussi pour le Téléthon 2021, n'hésitez pas à aller sur notre site événementiel où on accompagne toutes les personnes qui voudraient mettre en place des animations. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre naturellement. Et puis, je rappelle les dates du Téléthon au cas où, c'est bien les 3 et 4 décembre. Et je vais vous mettre en lien, un lien avec notre site événementiel pour que vous ayez l'ensemble des informations. Donc, merci à vous tous en tout cas. Bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.